qui fréquentent consultation, comme je l'ai dit au tout début. La prévalence est d'environ 13%. L'âge, c'est à partir de 50 ans en général. On va voir pourquoi à partir de 50 ans. Le sexe ratio, donc pas de prédominance de sexe. C'est un signe qui mérite une grande importance parce qu'il permet à lui seul de poser des fois un diagnostic précoce de pas mal de maladies systémiques. C'est un petit mot sur la physiopathie. Donc, physiopathologie de prurite. Vous avez donc une stimulation en premier des fibres nerveuses, voilà, donc épidermiques et sous-épidermiques à ce niveau. Puis il y aura un influx qui sera donc cheminé vers donc, le cerveau. Il y aura un influx, puis il y aura un retour avec sécrétion bien sûr des médiateurs de prurite. Essentiellement l'histamine, la sérotonine, vous avez pas mal de médiateurs. Hop, donc il y aura un influx de retour, un stimulus. Il y aura donc libération de ces médiateurs-là qui vont stimuler, donc qui vont déclencher le prurite. Là, c'est encore mieux détaillé. Voilà. Donc, vous avez les terminaisons nerveuses à ce niveau. Une fois qu'il y a donc un stimulus, il y aura donc un influx qui va cheminer vers le cerveau. Au retour, il y a donc un influx de retour qui va déclencher donc la sécrétion des médiateurs du prurite, donc essentiellement l'histamine, vous connaissez bien, et ça va donc déclencher le prurite. Vous voyez, donc il y a toute une panoplie de substances histamino-libérales. On passe maintenant au vif du sujet, donc le diagnostic, la démarche diagnostique. Donc, la démarche diagnostique repose essentiellement sur l'interrogatoire. Donc l'interrogatoire occupe une place importante en matière d'exploration ou bien de démarche diagnostique étiologique du prurite. Les antécédents, est-ce que c'est un malade qui a des pathologies chroniques, les médicaments, si c'est un malade qui reçoit donc les médicaments, vous connaissez bien qu'il y a des médicaments qui sont riches en histamine, ce qu'on appelle des médicaments inducteurs de prurite, qui sont pruritogènes. Donc il y a certains médicaments, lorsqu'on les consomme, automatiquement ils contiennent l'histamine à l'intérieur, ils vont déclencher donc un prurite. Bien sûr, vous voyez là, donc la chronologie de... Vous voyez, donc il y a donc l'horaire, c'est important, le siège, l'intensité, le caractère familial, tout ça, c'est pour rechercher la contagiosité. On pense essentiellement à une dermatose, vous connaissez bien, c'est la gale. La gale, vous connaissez, c'est un prurite nocturne, familial, essentiellement donc la nuit. Et bien sûr, les signes d'accompagnement, s'il y a l'amaigrissement, s'il y a nocturne, un syndrome dépressif, là, ça nous oriente vers certaines pathologies essentiellement donc néoplasiques. Les prises médicamenteuses, les voyages pour rechercher justement les maladies contagieuses, les contacts avec les animaux, c'est la même chose. On termine, donc on complète l'interrogatoire par un bon examen clinique. L'examen clinique consiste donc à examiner, à déshabiller le malade complètement, à rechercher donc des signes spécifiques d'une dermatose quelconque et des signes donc non spécifiques. Les signes non spécifiques, c'est les lésions de grattage que vous allez trouver devant chez tout malade qui se gratte. Par contre, il y a des signes dermatologiques spécifiques, essentiellement par exemple les papillovésicules. Si vous trouvez des papillovésicules, vous êtes orienté vers une dermatose qu'on appelle essentiellement varicelle, prurigo, voilà, donc c'est des vésiculo-papules. Là, c'est des dermatoses qui sont prurigineuses, donc c'est un élément annonciateur qui nous oriente un petit peu vers la piste, soit de varicelle, soit de prurigo, voilà. Devant donc des papules excoriées, c'est la même chose, croûteuses, nodulaires, donc on a quand même une lésion élémentaire qui va le conduire à un certain nombre de dermatoses qu'on doit quand même essayer de cibler pour pouvoir donc orienter notre diagnostic. La lichenification, c'est quoi? C'est lorsqu'on se gratte, dépasser donc un certain nombre de mois, de semaines, la peau va s'épaissir, il sera donc quadrillé, tellement le malade se gratte, il y aura un épaississement de l'épiderme, il y aura un stimulus de la sécrétion, de la multiplication des kératinocytes, automatiquement on va avoir un épiderme qui est épais. Ça veut dire que le prurite est ancien. C'est une dermatose ou bien c'est une maladie prurigineuse ancienne. La surinfection, de même, devant des lésions de surinfection, ça veut dire que le prurite est ancien ou bien que la dermatose suintante est ancienne.
Voici donc la lésion d'équinification, c'est ça. C'est une équinification. Si vous trouvez cette lésion-là, ça veut dire que le prurite est ancien. C'est une peau qui est donc devenue épaissie, infiltrée. Les lésions puériques dont je vous ai parlé, l'arpélugus, c'est une pathologie donc fréquente surtout en cette période printanière, voilà, essentiellement chez les enfants. Vous avez donc l'impétégénisation, c'est une dermatose qui est surinfectée, ou bien, à force que le malade se gratte, le prurite est intense, il y a des lésions de grattage qui sont surintenses, qui sont surinfectées. Et bien sûr, l'exploration paraclinique. L'exploration paraclinique n'est pas toujours donc, indiquée, n'est pas toujours donc, nécessaire. On a fait devant, lorsqu'on fait un interrogatoire et un examen clinique, on n'arrive pas à orienter une étiologie quelconque. Si donc, on retrouve des lésions dermatologiques spécifiques, on oriente notre diagnostic étiologique, donc c'est bon, on s'arrête, on va dire qu'il s'agit par exemple d'une varicelle, d'une gale, donc il n'y a pas nécessité de faire une exploration paraclinique. Par contre, devant un prurite, sans donc lésions spécifiques dermatologiques, là, vous êtes dans l'obligation de faire un bilan paraclinique avant de parler, on va voir tout à l'heure, d'un prurite idiopathique ou bien d'un prurite sigmatériel. Voilà qui est un diagnostic d'exclusion. On ne peut pas parler d'un prurite idiopathique ou bien d'un prurite sigmatériel sans, bien sûr, faire une recherche étiologique. Donc, un bon interrogatoire, un bon examen clinique. Enfin, si on n'arrive pas à poser le diagnostic, vous êtes dans l'obligation de faire une panoplie d'examens, une biopsie cutanée avec AFD, j'ai oublié le D. S'il s'agit d'un sujet âgé, pourquoi? C'est pour rechercher essentiellement les lymphomes cutanés, la pemphigoïde bulleuse qui est l'apanage du sujet âgé, c'est des dermatoses vraiment prurigineuses. On commence par un prurite qui reste assez longtemps comme ça isolé avant de se compléter par les lésions dermatologiques. Une forme énumération sanguine, c'est pour ne pas passer à côté donc, des hémopathies qui sont vraiment prurigineuses, ou bien à côté donc, des parasitoses soit systémiques, soit cutanées. Là, un bilan inflammatoire, un bilan rénal, vous connaissez bien que l'insuffisance rénale peut commencer par un prurite, avant, bien sûr, de se compléter par donc, un bilan rénal perturbé. Un bilan hépatique, la même chose, c'est pour écarter un syndrome de cholestase. Un syndrome de cholestase, ça donne un prurite important. Une glycémie avec l'hémoglobine glyquée, le diabète, vous connaissez bien, ça donne bien sûr des lésions prurigineuses lorsqu'il est quand même déséquilibré. La TSH, les thyroïdites, c'est des pathologies donc prurigineuses. L'électrophorèse et l'électrophorèse des protéines, pour rechercher bien sûr si inflammation. Les sérologies, soit hépatiques, soit donc HIV, soit donc même la syphilis, vous pouvez la faire, c'est des dermatoses qui sont prurigineuses. La coproparasitologie des selles, les parasitoses digestives, assez souvent lorsqu'on les fait chez les malades, on trouve une parasitose digestive. Un téléthorax, c'est pour rechercher bien sûr s'il n'y a pas donc soit de néoplasie ou bien localisation donc néoplasique. Et enfin les corps de l'huile. Tout ça donc il doit être fait devant un prurite avec un examen clinique et un interrogatoire non conclu. Le diagnostic différentiel, donc pratiquement il ne se pose pas, mais quand même c'est bien de décerner, donc de séparer la douleur d'un prurite. Donc la douleur, vous voyez, donc il a les caractéristiques bien claires. Donc généralement le prurite, c'est le grattage, la douleur c'est le retrait, la localisation. Je vous ai dit que la douleur touche les muqueuses, par contre prurité par les muqueuses, l'effet de la chaleur. Le prurite est exacerbé par la chaleur, par contre la douleur est calmée. Le froid, c'est l'inverse. Et l'effet des morphiniques, le froid, plutôt les morphines, augmente, accentue le prurite, par contre calme la douleur. Et le stimulus, donc le seuil de stimulus, il est minime dans le cas de prurite et moyen dans le cas de la douleur. C'est-à-dire pour déclencher un prurite, il suffit d'effleurer un petit peu la peau, hop, le prurite est déclenché. Par contre la douleur, il faut quand même piquer ou bien pincer le malade pour déclencher la douleur. Là, c'est par rapport aux terminaisons nerveuses. Donc, les prurites, ils sont superficiels, la douleur, ils sont plus profonds. On passe au diagnostic étiologique. Là, c'est encore l'essentiel du sujet. Donc, on commence par les prurites localisés. Il faut savoir les choses. Les prurites localisés, ils sont toujours d'origine dermatologique. Donc, un prurite qui est localisé par une queue chevelue, en membre, au tronc, il faut s'acharner à retrouver une dermatose. Donc, pratiquement 99%, c'est dermatologique. Donc, là, vous êtes obligé de discuter par topographie.
il y a donc un tableau qu'on va détailler un petit peu. Voilà, c'est celui-là. Donc, les cuirs chevelus, par exemple, devant un prurite, un malade qui se présente pour un prurite de cuir chevelu, vous allez rechercher essentiellement les pédiculoses, qui sont de retour actuellement, la dermite séborréique, que vous connaissez bien, et bien sûr le psoriasis. C'est les trois dermatoses essentiellement prugineuses du cuir chevelu, sans oublier bien sûr les teines chez l'enfant. La teine que je n'ai pas mis chez l'enfant, bien sûr, c'est des dermatoses prugineuses, c'est l'apanage de l'enfant. Les plis, par exemple, le pruit des plis, c'est essentiellement, ça nous oriente à penser en mycose. On est d'accord, c'est le mycose essentiellement, mais bien sûr, sans oublier ce qu'on appelle le psoriasis inversé. Mais le psoriasis, il faut savoir une chose, c'est une dermatose qui est modérément prugineuse. Le pruit dans le psoriasis n'est pas constant, il n'est pas toujours présent. C'est pour ça que je n'ai pas mis pruit anal. Donc vous connaissez bien, c'est l'oxyure chez l'enfant, le psoriasis et la candidose. La vulvuloglan, c'est essentiellement donc les candidoses, un lichen scléotrophique, il ne faut pas passer à côté, c'est essentiellement chez la femme à partir de la ménopause, même chez l'homme, mais c'est l'apanage beaucoup plus de la femme. Pourquoi? Parce que c'est une maladie dégénérative. Un lichen scléotrophique, il faut le diagnostiquer à temps, précocement, sinon risque de dégénérescence ou carcinome épidermoïde. Je vous montre avec quelques iconographies. Enfin, les autres localisations, toutes les localisations, on peut avoir un eczéma de contact qui peut siéger n'importe où, voilà, une hyverodermite, piqûre d'insectes et bien sûr les mycoses. Donc il faut avoir un petit raisonnement selon la topographie. Donc un malade qui se présente, il faut voir d'abord le siège du prurite pour enfin évoquer certains diagnostics qu'il faut procéder donc à élimination jusqu'à ce que vous allez retenir un diagnostic certes. Voici par exemple le cuir chevelu, donc je vous apprends bien la pédiculose, vous la connaissez très bien, la dermite séborréique, donc c'est une dermatose qui touche essentiellement les sujets à peau grasse. C'est une dermatose inflammatoire sur laquelle se greffe donc une mycose. Il y a toujours une surinfection mycosique. Dans le traitement, il faut traiter d'abord la mycose en premier, et enfin traiter l'inflammation en second. Et puis vous avez bien sûr le psoriasis. C'est facile à faire la différence entre le pso et la dermite séborréique. Dans la dermite séborréique, c'est des scones qui sont grasses, qui sont jaunâtres. Ils engluent les cheveux et s'accompagnent des chutes de cheveux. Par contre, dans le psoriasis, c'est des scones qui sont blanchâtres, adhérentes, n'engluent pas les cheveux, sèches, et ça ne s'accompagne pas donc d'une alopécie. En même temps, la dermite séborréique, il n'y a pas vraiment un grand débord au niveau de la lésion frontale. Par contre, le psoriasis, il y a un débord qui est important. Voilà, donc les plis, je vous apprends rien, c'est les dermatoses, donc inguinoculaires, axillaires, sous-mammaires, c'est essentiellement les candidoses ou bien les dermatophyses. L'anus, donc anal, on a dit l'oxyurose, candidose anal et psoriasis inversé. Vous voyez la différence entre pso et candidose. Donc c'est facile à faire la différence, même cliniquement, la candidose, toujours il y a un centre qui est clair, une bordure évolutive qui est cercinée. Par contre, le pso, c'est une couleur qui est pratiquement homogène. Pourquoi? Parce que le candida, ou bien le dermatophyte, se nourrit à base de kératine. Il est kératophile, donc il va bouffer la kératine du centre vers la périphérie. Donc si vous allez faire un prélèvement à ce niveau, il va revenir négatif. Prélèvement, il faut le faire toujours à ce niveau. Par contre, pso, comme c'est une maladie inflammatoire, donc ça va garder une couleur qui est homogène, les bords pratiquement qui sont bien limités. La vulvuloglan, voilà le lichen scléotrophique devant donc une lésion qui est atrophiée, donc à la palpation, on perd la souplesse cutanée, recouvert donc d'un enduit blanchâtre. Pour faire la différence entre mycose, candidose et lichen scléotrophique, c'est un enduit qui est adhérent. Si on essaie de l'arracher, ça ne s'arrache pas. Donc la peau qui se plisse difficilement, là il faut penser à un lichen scléotrophique, essentiellement chez la femme à partir de 40 ans, 45 ans, c'est à partir de la ménopause. Il ne faut pas passer à côté, il faut rapidement faire une biopsie cutanée pour justement ne pas passer à côté d'une dégénérescence en carcinome épidermoïde. Là, c'est les autres localisations, l'eczéma de contact, on peut l'avoir par exemple à n'importe quelle localisation, soit au niveau des mains, du visage, selon l'agent de contact. Dans les piqûres d'insectes, je vous apprends bien, c'est la période, voilà. C'est les ondes découvertes, c'est une piqûre donc centrée par un point de piqûre. Là, c'est l'eczéma
névrotique ou bien excoriation névrotique qu'on voit chez le sujet anxieux, stressé. Le siège, c'est essentiellement le dos. C'est la face postérieure du corps. Vous allez voir comme ça des lésions. Et bien sûr, s'il s'agit d'un ancien, d'un ancien malade qui se gratte, vous allez voir des lésions qui vont se pigmenter et bien sûr des cicatrices qui sont donc achromatiques. On passe au fluide généralisé. Donc on a vu localisé, c'est essentiellement d'origine dermatologique. Vous allez explorer discuter selon la topographie. Les fluides généralisés, donc on a deux pistes. On a les causes dermatologiques et les causes systémiques. Donc on commence par les causes dermatologiques. Donc les causes dermatologiques, vous avez quand même encore un autre tableau. Vous avez les agents externes, soit les ectoparasitoses, essentiellement la gale. Vous avez la gale, bien sûr, les pédiculoses, parce que les pédiculoses que j'ai cité la première fois, c'est la pédiculose du cuir chevelu. Sinon, il y a la pédiculose corporelle. C'est essentiellement le morpion que vous connaissez bien. Voilà. Et puis il y a les allergies, donc les urticaries chroniques, l'eczéma généralisé, l'eczéma soit de contact, soit atopique, le prurigo généralisé, les toxidermies, les allergies médicamenteuses, voilà. Les dermatoses bileuses auto-immunes qu'on a vu au tout début, c'est l'apanage essentiellement du sujet âgé, c'est la pemphigoïde bileuse et la dermatite répétitoire. D'hiver, vous avez l'iquemplan, qui est une dermatose donc fortement prurigineuse, la mastocytose cutanée, qui peut être qui touche soit l'enfant, soit bien sûr l'adulte, et les lymphomes cutanés épidermatropes, c'est le mycosphingoïde et le syndrome de César, qu'on va donc détailler un petit peu. Voici donc les agents externes, la gale, je vous apprends en lien. Voilà la gale, donc elle a ces lignes et des signes qui sont spécifiques. Vous avez déjà ces fluides nocturnes, familiers, insomniants, et bien sûr les lésions spécifiques, c'est les sillons scabieux que vous allez retrouver au niveau de la face antérieure du poignet, les sillons interdigitaux, voilà à ce niveau, et bien sûr chez la femme au niveau de la poitrine, des seins, chez le nourrisson, c'est les pommes et plantes, les creux-axillaires, chez l'homme, c'est l'organe génital. Voilà, les multiples piqûres d'insectes, voilà, vous voyez. Donc là, c'est les agents externes, c'est-à-dire c'est un fluide qui est dû à un agent externe, soit les ectoparasitoses, c'est l'acarien de la gale, soit, bien sûr, les multiples piqûres d'insectes. Vous avez l'urticaire choïde soit chronique, voilà, c'est toujours la durée qui fait la différence, soit un prurigo nodulaire. Prurigo nodulaire, donc, c'est l'apanage essentiellement de l'adulte à partir de 30, 35 ans, 40 ans, voilà. Vous avez les dermatoses bileuses auto-immunes. On a la pemphigoïde bileuse, je vous ai dit, c'est l'apanage essentiellement de la femme à partir de 55 ans, 60 ans. Ça commence par un fluide qui reste assez longtemps isolé. Et puis, c'est des plaques urticariennes en fin de bulles qui vont surmonter sur ces plaques-là. Donc, on doit penser à un pemphigoïde bileuse devant donc des lésions comme ça tendues, prurigineuses, c'est-à-dire survenant sur des lésions urticariennes. La dermatite répétitoire, ça ressemble un petit peu à la pemphigoïde bileuse. Qu'est-ce qui fait la différence? Il s'agit de petites bulles, de vésicules. Voilà, de vésicules, et même la disposition. Dans la dermatite répétitoire, on dit que c'est une disposition donc en rosette. Par contre, dans la pemphigoïde bileuse, ça suit le pourtour, la périphérie du plaque urticarienne. Le lichen-plan, je pense, vous avez vu des malades atteints de lichen-plan, c'est des lésions papuleuses, violacées, violines, prurigineuses, qui siègent essentiellement au niveau des faces antérieures, donc des avant-bras et les cuisses. Donc c'est une dermatose fortement prurigineuse. La mastocytose, dans les lymphomes cutanés épidermatropes, vous avez donc le mycosphingoïde. Dans le mycosphingoïde, des fois il fait des grosses différences avec un psoriasis ou bien un eczéma chronique lichenifié. Pourquoi c'est une dermatose fortement prurigineuse, mais devant des lésions comme ça, qui sont infiltrées, fortement prurigineuses, touchant le sujet à partir de 55 ans, 60 ans, il faut quand même penser à un mycosphingoïde. Là, c'est le syndrome de Césari. Là, donc, c'est quoi? C'est un lymphome cutané, mais qui se présente sous forme d'un tableau d'érythrodermie. Le pronostic qui est plus sévère par rapport au mycosphingoïde. Le mycosphingoïde, il va rester comme assez longtemps localisé au niveau cutané avant donc de passer, de donner des métastases. Par contre, le Césari, d'emblée, il est métastatique. C'est une hématodermie. Voilà, ce qu'on appelle les hématodermies. Là, les autres causes. Donc, on a vu les causes dermatologiques, et là, c'est les causes systémiques. Les causes systémiques, il y en a plusieurs. Donc, il y a les hématologiques, c'est les lymphomes, donc, hodgkiniens, non hodgkiniens,
la polyglobuline vaqueuse, le syndrome d'hyperéosinophilie, la mastocytose systémique, parce qu'il y a la cutanée et la systémique, métabolique, vous connaissez bien, c'est tous les syndromes cholestatiques, les cholestases, soit la cirrhose, soit donc l'hépatite, soit la grossesse peut donner bien sûr une cholestase par comparaison, une insuffisance rénale, les sujets dialysés, l'hyperthyroïdie, les parasitoses systémiques et bien sûr d'origine paranéoplasique. Donc bien sûr, prurite, à partir d'un certain âge, si donc, on fait une piste de recherche dermatologique et systémique, on ne trouve rien, il faut quand même cet malade à surveiller, c'est sûr qu'il va développer donc une néoplasie plus tard. Les cas particuliers, donc j'ai mis cas particulier, j'ai mis prurite psychogène, pourquoi j'ai séparé à part, parce que c'est un diagnostic donc, qui est d'élimination. Donc on ne peut pas parler de prurite psychogène avant donc, de faire une piste de recherche étiologique. On ne doit pas donc confondre entre prurite psychogène et prurite idiopathique. Psychogène, il y a toujours un terrain psychologique particulier. Et il faut rechercher, donc sachant qu'il y a recherché des psychiatriques, il faut donc partager la vie avec un psychiatre. Et bien sûr, l'efficacité d'un traitement psychiatrique est un élément en faveur du diagnostic. Le prurite du sujet âgé, ce qu'on appelle prurite sénile, voilà, vous connaissez bien, avec l'âge, donc il y a un tarissement des glandes sébacées, donc le patient âgé, il a donc une diminution de sécrétion de sébum, automatiquement il y aura une sécheresse cutanée, qui dit sécheresse cutanée, bien sûr, dit prurite. L'infection VIH, donc le VIH, bien sûr, vous connaissez bien, ça s'accompagne de pas mal de pathologies, mais essentiellement, bien sûr, le prurite. La femme enceinte, pourquoi j'ai parlé de la femme enceinte? Parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui consultent pour un prurite. Bien sûr, il faut soulever les parois diagnostiques, soit un prurite gravidique par cholestase, soit une dermatose périgineuse spécifique à la grossesse, soit un pemphigoïde gravidique. Voici donc la pemphigoïde gravidique, c'est une pemphigoïde qui commence à partir de la deuxième grossesse généralement, c'est pas la première grossesse, en périombilicale vers le deuxième trimestre. Et puis, bien sûr, c'est une malade à prendre au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage, c'est une pathologie, c'est une dermatose auto-immune. Il y a un passage de anticorps à travers la barrière placentaire. Donc là, il y a le pronostic maternel et fœtal, bien sûr. Pardon, professeur, vous avez terminé votre temps de... Je termine. Il me reste 2 diapos, je termine. Je m'excuse. Donc, les complications, il y a un retentissement social. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un retentissement psychologique important et bien sûr les lésions de grattage qui sont des fois qui laissent place à des cicatrices, à des lichenifications qui posent un préjudice esthétique. La prise en charge thérapeutique, donc vous avez les mesures d'hygiène et d'environnement. Il faut demander au malade de couper les ongles pour éviter les lésions de grattage. Il faut prendre des douches, des bains tièdes. Voilà. Utilisation des pincures gras pour hydrater la peau. Humidification de l'atmosphère. Port de vêtements larges. Il ne faut pas porter de vêtements trop serrés en synthétique. Élimination, bien sûr, des facteurs d'imitation. Devant facteurs localisés, plutôt localisés, un traitement antihistaminique toujours s'impose, un traitement topique selon la dermatose en cause. On a dit que c'est d'origine dermatologique constamment. Plus généralisé, un traitement antihistaminique toujours et un traitement étiologique. Les erreurs à ne pas commettre, c'est ne pas oublier de palper les aires ganglionnaires, c'est important. On a parlé d'hématodermie, d'hémopathie. Il ne faut pas qualifier un prurite de signe matériel sans qu'un bilan paraclinique ne doit pas être fait. Il faut faire un bilan paraclinique avant de parler d'un prurite idiopathique ou bien signe matériel. Il ne faut pas oublier la cause médicamenteuse. Je vous ai dit qu'il y a pas mal de médicaments qui sont histaminolibérateurs. Il faut éviter d'appliquer des topiques sensibilisants parce que les malades, l'automédication, sachant appliquer des topiques pour hydrater leur peau, il y a des fois des topiques sensibilisants. La prescription d'un thermocorticoïde sur une peau saine est contre-indiquée, bien sûr. Enfin, je vais conclure donc, en disant qu'un prurite est une sensation subjective de se gratter, c'est un signe fonctionnel très gênant, invalidant. On a dit qu'il y a des répercussions socio-professionnelles, les causes sont multiples, il faut les rechercher selon que le prurite est localisé ou bien généralisé, et bien sûr, ne pas oublier de faire un bilan étiologique. Lorsqu'on n'arrive pas à étiqueter un prurite par l'interrogatoire examen clinique, la prise en charge thérapeutique, des fois, il est difficile, mais il faut s'acharner donc à garder le malade et à retrouver donc une étiologie. Et je vous remercie.